faut faire en sorte qu'aujourd'hui, des milliardaires ne puissent pas acheter la presse. La démocratie, c'est juste la leur, c'est juste leur liberté à eux, c'est juste qu'on ne vienne pas les faire chier dans leurs affaires. Il y a des choses aberrantes qui se passent sous nos yeux. Et finalement, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en 2017, que devient France Télévisions ? Macron arrive, ce qui est formidable, c'est que tout de suite, vous voyez comment il met au pas le service public de l'audiovisuel. Il arrive, il lui met une claque d'entrée de jeu en disant « l'audiovisuel public, c'est la honte de la République ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Comment vous mettez le service public au pas ? Vous lui mettez une grosse claque en disant « c'est la honte de la République », vous faites une campagne contre un autre, vous lui serrez les budgets, vous lui enlevez 20 millions par-ci, 40 millions par-là, vous la sonnez. Là, la pauvre, elle pleurniche, elle dit « moi, je veux fromage et dessert, je veux pas fromage ou dessert ». Bon bref, tout ça, c'était très rigolo. Vous avez une grève en 2017, enfin bon bref. Et après, à nouveau derrière, vous lui faites comprendre que vous allez faire en sorte qu'elle soit renommée. Et là, elle redevient gentille. Vous redevenez gentil avec elle. C'est comme les maris violents, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils frappent, et après, ils viennent vous faire des bisous. Et c'est comme ça qu'ils... Eh oui, non mais c'est la même chose. Quand un PDG arrive dans une nouvelle boîte, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe un tiers de la direction, il se comporte comme le dernier des salopards, il met les gens sous pression, il leur fait peur, puis après il va les câliner en disant « toi, t'es formidable ». Et c'est comme ça que vous tenez les équipes. Et Macron, il a fait pareil avec Ernotte. Il arrive, il lui baisse les budgets, il lui coupe tout, il lui flingue la redevance. Entre-temps, il met quand même Roch-Olivier Maistre. La redevance, ça viendra plus tard, mais il met Roch-Olivier Maistre en 2019, et Roch-Olivier Maistre, qui est quand même pas le premier des gauchistes, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même l'ancien conseiller culture et com de Chirac, on l'appelait le cardinal, et elle sait qu'en nommant Roch-Olivier Maistre, qu'il adore, Ernotte, elle aura sa nomination garantie à nouveau. Ernotte, une fois que Macron l'a dans la main, Roch-Olivier Maistre, évidemment qu'il va tout faire pour qu'elle soit renommée, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, et le deuxième mandat, ça roule. Macron ne sera plus jamais emmerdé par Ernotte. Voilà, il ne sera plus jamais emmerdé par Ernotte. Et la preuve en est, c'est que ces gens-là qui sont quand même ils sont faits du même bois, c'est du même milieu, c'est une caste, ces gens qui sont ultra-libéraux. C'est franchement pas des gens qui ont un attachement particulier au service public, c'est pas vrai. Ernotte, elle a été piétinée pendant des années, elle a jamais fait rempart de son corps, elle a jamais allé prendre la parole à la télé, se mettre à hurler. Vu ce qu'on faisait à son groupe public, elle a accepté des tas et des tas de choses. Et en échange de ça, elle est toujours là. Et demain, s'il y avait une privatisation du service public et qu'on disait à Mme Ernotte, vous resterez PDG de France Télé avec un salaire 3 fois plus important, elle ne va pas partir, elle ne va pas dire non, moi le service public, il a été piétiné, je préfère m'en aller, elle ne va pas se draper dans un espèce de... Elle est faite comme Macron, Mme Ernotte. Et ces gens-là, ce sont des libéraux. Et ces gens-là, si vous leur passez un coup de fil, et bien évidemment qu'ils vont faire attention à l'actionnaire. Vous voyez bien, même après, avec la redevance, quand Macron, quand même, retire une somme aussi importante, elle n'est pas du tout montée au créneau. Elle n'est pas vraiment montée au créneau, c'est pas vrai, c'est un espèce de jeu de dupe, alors que c'est quand même, enfin, l'impact de la baisse de la redevance, c'est quoi ? C'est une baisse de moyens colossale. Comment Emmanuel Macron a-t-il torpillé la redevance ? Il y a cette fameuse phrase de Macron pendant la présidentielle, la campagne, qui dit « Qu'est-ce qui justifie que le contribuable français donne de l'argent à France Télévisions et pas à TF1 » On l'a oublié cette phrase, mais elle dit tout. Dès 2007, il a déjà en tête la suppression de la redevance. Déjà. Et c'est pas l'argument du pouvoir d'achat, c'est bidon. L'argument de redonner de l'argent aux ménages, c'est bidon. La redevance, d'abord, il y a une partie de la population la plus nécessiteuse qui ne la payait pas. Et en plus, c'était 138 €, si vous vous rappelez, par an. On s'était livré un petit calcul amusant. Il y a 23 millions de foyers qui la payaient de mémoire. C'était 38 centimes par famille et par jour. Donc l'argument du pouvoir d'achat, il est totalement bidon. La réalité, c'est qu'en supprimant la redevance, d'abord, on met une pression supplémentaire sur le service public, sur l'audiovisuel public, sur France Télévisions, et on oblige le service public à compenser en ayant recours à la publicité. Et donc, à se mettre dans les mains du service privé. Et donc, mécaniquement, et d'ailleurs on le voit, on a régulièrement des magazines d'investigation qui ne peuvent pas aller sur certains terrains parce que derrière, il y a un annonceur, ou il y a un potentiel annonceur. C'est aussi simple que ça. Est-ce que TF1, même si on lui donne de l'argent, va aller enquêter sur Bolloré en Afrique ? Jamais. Alors que France 2, ils l'ont fait quand même. Bon, voilà. Et donc, à chaque fois, effectivement, qu'il y a eu une présidentielle et une campagne présidentielle, il y a eu, à un moment donné, le candidat qui deviendra président, qui a mis en avant le privé par rapport au public, et qui a été nécessairement vers un rapprochement avec TF1, avec Bouygues. C'était le cas de Hollande, c'était le cas de Macron.
ça ne gêne pas le pouvoir de réduire les moyens du service public, d'abord par un effet qui est celui ou pour effet, pardon, de garder une forme de domination et de mainmise sur le service public, hein, parce qu'il y a la menace permanente de perdre de l'argent. Et puis de l'autre côté, parce qu'on sait que ça va donner de l'espace, ça va libérer de l'espace pour fourguer de la pub aux copains du privé. C'est tout. Comment Delphine Ernotte, ex-dirigeante de France Télécom, est-elle arrivée à la tête de la télé publique en 2015 ? Alors d'abord, il y a une équipe derrière. Il y a une équipe qui travaille pour la nomination d'Ernotte. Cette équipe, elle est composée de lobbyistes qui sont très proches de François Hollande. Robert Zarader, et évidemment David Kessler, paix à son âme, mais qui est à l'Élysée pendant 2 ans comme conseiller de François Hollande. Et ce David Kessler qui va aider Ernotte à candidater à France Télévisions, il ne faut pas oublier qu'ensuite, il est placé par Ernotte à Orange, chez Orange, d'où elle vient. Parce qu'à l'époque, Ernotte, il faut l'exfiltrer d'Orange. Et il y a aussi un autre lobbyiste proche de Hollande, qui est Denis Pingot, à l'époque, qui travaille pour sa nomination. Mais on a surtout, quand même, un président du CSA qui a été nommé par Hollande, qui est Olivier Schrammeck, ancien DIRCAP de Jospin à Matignon. Je rappelle quand même que la fameuse phrase, quand il dit « Moi, président, je n'interviendrai pas dans la nomination des PDG de l'audiovisuel public », ça, c'est une phrase qui est restée mémorable. Mais il y en a une autre où il est absolument scandalisé, outré, 5 ans plus tôt, lorsque Boyon, ancien DIRCAP de Raffarin, est nommé par Sarko président du CSA. Et le premier qui hurle à la mort du pluralisme et à la mort de la dépendance, c'est Hollande. Et 5 ans plus tard, il arrive et il met Olivier Schrammeck, qui a le même profil que Boyon, DIRCAP de Raffarin, puisque lui, il est DIRCAP de Jospin à Matignon. C'est la même histoire. Hollande décroche son téléphone et dit à Schrammeck, ce serait quand même bien, finalement, de ne pas retenir dans cette course au CSA 2 personnes qui sont, à l'époque, donc, Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Hogue, qui sont 2 concurrents vraiment sérieux, notamment d'ailleurs Marie-Christine Saragosse, parce qu'à l'époque, on cherche une femme capable de diriger un grand groupe audiovisuel public, et elle a la connaissance de l'audiovisuel public que n'a pas d'ailleurs du tout Ernotte. Et c'est une concurrente très solide. Et Hollande appelle Schrammeck et lui dit, au prétexte qu'il ne faudrait pas déshabiller le service public, parce qu'à l'époque, elle est patronne de l'audiovisuel de l'Expérience de la France et que Emmanuel Hogue est patron de l'INA, au prétexte qu'il ne faudrait pas déstabiliser ces 2 structures publiques, ce serait bien qu'elles ne soient pas dans la course. Et ce qui est formidable, c'est qu'au moment où les candidatures sont déposées au CSA, Saragosse et Hogue sont bien évidemment candidats, et au moment du vote des sages, Schrammeck prend la parole et dit « Faites attention lorsque vous allez devoir désigner ceux qui vont pouvoir concourir et passer les auditions, ils seront 7 à l'arrivée alors qu'ils étaient 33 au départ. Dans les 33, il y a Saragosse et Hogue. Et il dit aux sages, il faut s'imaginer quand même, il a reçu un coup de fil de Hollande qui lui a dit « Ce serait bien de ne pas les garder », et il dit aux sages « N'oubliez pas qu'il faudrait faire attention de ne pas déstabiliser les structures que sont l'INA et l'audiovisuel Histoire de la France, présidé par Saragosse et par Hogue. » Il répète ce que dit François Hollande. Il répète ce que dit François Hollande, et comme par hasard, effectivement, ils ne sont pas dans la liste des 7 à la fin. Ils ne sont pas retenus. Et d'ailleurs, les quelques sages à l'époque que j'avais interrogés, dont j'avais publié les propos dans le Canard, mais beaucoup plus tard, oui, ils reconnaissent quand même qu'il y a eu cette petite phrase de Schrammeck qui les a troublés. Et donc, quand vous avez un président de la République qui intervient auprès du président du CSA pour faire en sorte qu'il y ait 2 candidats, dont une concurrente sérieuse de celle que lui pousse, soit éliminée, si ça, c'est pas une intervention dans la domination du président de l'audiovisuel public, qu'est-ce que c'est? Je rappelle quand même qu'il y a eu, à l'époque, 2 syndicats qui ont porté plainte dans cette affaire, parce que, comme la nomination, on peut y revenir après, dans le huis clos du CSA, c'est joué au couteau quand même, hein, avec des interventions extérieures, quand même il y a eu 2 plaintes de la CFDT et de la CGC à l'époque. Tout ça a fini par arriver devant un juge d'instruction. Ça a quand même mis 2 ans et demi. Il y a eu une perquisition au CSA. Tout le monde a été convoqué par l'Oclif à Nanterre.
Les sages qui avaient promis qu'ils raconteraient vraiment ce qui s'est passé, finalement, bon, une fois dans le bureau des poulets, ils se sont un peu ravisés. La procédure s'est perdue dans les limbes, mais Hollande a quand même accepté de venir témoigner dans cette procédure judiciaire. La juge d'instruction l'a reçu. Il aurait pu ne pas y aller parce qu'il bénéficiait de son immunité parlementaire, son immunité présidentielle. Grand seigneur, il a dit si, je vais y aller, si je peux apporter mon concours à la vérité. Et il s'est retrouvé quand même coincé parce qu'arrivé dans le bureau de la juge d'instruction, la juge d'instruction lui l'écoute. Je ne suis jamais intervenu à la nomination de Mme Ernotte, rien à voir. Puis du coup, on a un problème, c'est qu'on a auditionné M. Schramek il y a quelques jours, et lui, il dit que vous lui avez téléphoné. Et là, Hollande est emmerdé, et là, il commence à tourner autour du pot, et il explique en gros qu'effectivement, il a dit qu'il fallait éviter de déstabiliser le service public, et que, en fait, c'était dans l'intérêt de l'État. Voilà. C'est dans l'intérêt de l'État. Et donc, on a une inégalité au départ dans la nomination devant le service public. C'est-à-dire qu'une procédure administrative, d'ailleurs, à mon avis, aurait abouti à ce que la nomination d'Ernotte soit invalidée, je pense, enfin, qu'il y aurait eu un gros problème. Il se trouve que les syndicats avaient choisi la voie pénale, et tout ce qui était trafic d'influence et abus d'autorité de mémoire, et que c'était un peu plus compliqué juridiquement à tenir. Et en tout cas, la procédure s'est perdue dans les limbes, et puis finalement, le juge a fini par lâcher l'affaire. Pourquoi François Hollande a-t-il œuvré en faveur de Delphine Ernotte ? François Hollande, il poussait Delphine Ernotte, d'abord, encore une fois, parce qu'il fallait l'extirper du dossier Orange et France Télécom, qui était un gros problème pour lui. Et puis surtout, voilà, il y avait... vous savez, c'est l'époque où il fallait une femme à la tête de France Télévisions, il fallait rompre avec Carolis, avec l'époque Carolis. Et finalement, cette femme d'affaires... elle avait quelque chose qui plaisait à Hollande. Et puis je pense qu'il est évident que c'était plus facile pour lui d'avoir quelqu'un de malléable et qui lui devait tout. Parce que quand vous faites nommer quelqu'un, quand vous participez à la nomination de quelqu'un à la tête du service public et de l'audiovisuel public, la personne vous est redevable. Et vous savez que vous n'allez pas être emmerdé pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Il voulait lancer une chaîne d'infos publique pour contrer les chaînes d'infos privées, voilà, aussi, à 2 ans de la présidentielle. Exactement. Il y avait aussi le projet de chaîne d'infos qui a été fait quand même au forceps avec des petits moyens, qui existe toujours, mais qui a quand même un impact très limité, quand on voit par rapport à l'impact que peut avoir BFM TV et aujourd'hui CNews sur l'opinion publique. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Évidemment qu'il voulait sa chaîne d'infos. Qu'est-ce qui explique la longévité de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions ? Une fois qu'elle est, je dirais, dans la main du pouvoir, il n'y a pas de raison de ne pas la renouveler. Et comme elle est arrivée par le pouvoir, elle a rendu service au pouvoir. Et ensuite, Macron, qui lui ne l'avait pas nommé, a dû avoir une stratégie un peu différente à son égard. Et c'est celle que je vous racontais, c'est la stratégie du mari violent. J'arrive, je te mets une tarte, et puis derrière, après, je te câline. Et voilà. Et je prends des mesures qui sont des mesures libérales, qui vont dans le sens de la privatisation du service public. Mais elle, ça ne la dérange pas, au fond. Demain, elle repartira dans le privé, elle refera sa vie. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est d'organiser sa sortie. Il n'y a pas de problème. Et si effectivement, il y avait une fusion... elle prend. Elle est comme Madame Veil à France Télévisions, à Radio France. Ces personnes-là, ce sont des gens qui sont soit issus de l'ENA, soit qui sont des femmes ou des hommes d'affaires, qui n'ont aucun problème avec la gestion d'un audiovisuel public en façade qui est un service public, alors qu'en réalité, ça se comporte quasiment comme un service privé, y compris dans le traitement des salariés. On ne va pas rentrer dans le détail de la politique sociale de France Télé et de Radio France, mais on est quand même dans une situation qui est très proche de celle du service privé et pas du meilleur des services privés. Il y a des situations qui sont, de précarité qui sont insupportables. Bon, voilà. Donc, si vous avez je sais que c'est un terme qui est un peu dérangeant, mais c'est vrai, c'est une forme de caste, un peu. De caste d'énarques, de caste d'hommes d'affaires, de gens ultra-libéraux. Et ces gens-là, ils se nobent entre eux. Madame Ernotte, Mestre, Madame Veil, Mestre, ce sont des énarques. Tous ces gens-là, ils ont du même milieu. Quel rapport entretiennent les propriétaires de grands médias avec le pouvoir politique ? Les rapports entre les milliardaires et le pouvoir, elle se fait vraiment sur le marché des journaux. C'est complètement dingue. Hein. C'est vraiment...
C'est le Marrakech du pouvoir, la presse, aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que qui va prendre Paris Match? Est-ce que c'est Bolloré, donc c'est emmerdant, mais comme Arnaud est capable de le reprendre, donc ça c'est bien. Qui va finalement prendre Europe 1? Qui va pouvoir prendre telle télé et tout? Et en fait, c'est vraiment... Donc si t'es avec Niel, t'as Nice Matin, et puis t'auras peut-être une nouvelle chaîne parce qu'il court après une chaîne. Si t'es avec Bolloré, t'as tel téloche. Si t'es avec Arnaud, c'est bon, t'as récupéré Paris Match. Enfin, c'est comme ça que ça marche. C'est le Monopoly? C'est un peu le Monopoly, oui. Ah, c'est le Marrakech, c'est le souk de Marrakech. Ouais. L'homme politique ménage publiquement le milliardaire. Et puis après, effectivement, il peut charger quelques-uns de ses conseillers de temps en temps de faire sortir une petite info sur la fiscalité, parce que quand même, c'est pas bien. Et vous n'avez pas de rupture vraiment flagrante après entre un milliardaire et un président de la République. La seule qui est un peu marquée aujourd'hui, c'est celle entre Macron et Bolloré, parce que Macron, à un moment donné, il a dans son écurie Xavier Niel, et que donc il joue un milliardaire contre un autre, parce que d'abord en termes d'image, Bolloré s'étant quand même, pour rester sobre, largement radicalisé, c'était pas à son avantage de le soutenir, mais surtout parce que Xavier Niel a été envoyé au front à chaque fois que Macron a eu besoin de lui, pour aller racheter Nice Matin, pas qu'il tombe entre les mains des siotistes et de Iskandar Safa, pour aller racheter les journaux dans les Antilles pour calmer un peu et acheter la paix sociale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Quand Niel va racheter Nice Matin, c'est pas parce que c'est pas un projet d'industriel, c'est parce que Macron le lui demande. Xavier Niel, il rachète par exemple la fameuse boîte de Best Image de Mimi Marchand, la grande copine qui a fait toutes les campagnes de communication de Macron et de Madame. C'est Xavier Niel qui rachète ça, c'était au cœur de l'été. Xavier Niel rachète la boîte avec tout le fond d'image de Macron, parce qu'il faut quand même savoir que chez Best Image, vous avez tout le fond d'image de Macron, Madame, Monsieur, etc. Donc ces images-là, maintenant, elles appartiennent à Niel, c'est-à-dire aux copains de Macron. Il ne faut pas que ça tombe dans les mains d'un ennemi. C'est ça que quand vous rachetez une agence de presse People, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un fond d'image. Il y a celles qui sont parues, puis il y a celles qui ne sont pas parues. Celles qui ne sont pas parues, on ne veut pas qu'elles paraissent. Comment garantir aux Français une information fiable ? Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, des milliardaires ne puissent pas acheter la presse, c'est tout. Des milliardaires qui n'ont évidemment aucune espèce d'empathie pour la démocratie. La démocratie, c'est juste la leur, c'est juste leur liberté à eux, c'est juste qu'on ne vienne pas les faire chier dans leurs affaires, qu'on ne vienne pas enquêter sur eux, et sur leur famille, sur leurs intérêts, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose dans notre pays qui est fou. La France est comme un pays qui a un problème... Il y a de la corruption, il y a quand même de l'influence, du trafic d'influence quotidien, il y a des choses aberrantes qui se passent sous nos yeux, et finalement, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Où en est la presse en France ? La presse française, elle est quand même, elle est suiviste. Elle est suiviste, d'abord parce qu'effectivement, elle est tenue pour une grande part par les milliardaires, parce que je pense que aussi il y a une culture, malheureusement, de notre presse qui n'est pas une culture assez agressive, qui n'est pas une culture de certains médias à une époque à l'américaine, par exemple, qui s'est perdu un peu aussi, hein, un peu noyé dans le Trumpisme, mais bon, quand même, qui garde sa réputation et son histoire, et avec quelques fulgurances parfois. Et il y a un troisième problème, qui est malheureusement un peu plus réel, c'est ce que j'appelle un peu l'excuse de précarité. C'est-à-dire que les journalistes en France, on a quand même des gens qui sont assez mal payés, qui ont peur de perdre leur boulot. On l'a vu dans la crise iTélé, quand elle a été rachetée par CNews, et on le voit au quotidien, tous les gens qui continuent à travailler dans les médias Bolloré alors qu'ils ne veulent pas travailler dans ces médias. Et il y a l'excuse de précarité parce que vous avez un mec qui dit « je peux pas, j'ai pas de mon boulot, j'ai 2 gamins, moi je peux pas parce que je suis mère seule ». Alors j'appelle ça l'excuse de précarité parce que ça me pose un problème. C'est que moi je pense que même quand on est menacé de perdre de son boulot, il faut prendre le risque. L'excuse de précarité, comme l'excuse d'ailleurs d'être dans un journal qui n'est pas assez indépendant ou qui est par un milliardaire, fait qu'on a une espèce de mouvement qui rend la presse française un peu lâche quand même par moment. Voilà. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand j'ai des confrères jeunes ou même plus anciens et que je les vois, ils ne sont pas capables d'aller au charbon. Ils ne sont pas capables d'aller au charbon contre une direction qui les censure ou avec laquelle ils voient qu'ils ne peuvent pas avancer. Et on voit ça tout le temps. Et étonnamment,
par exemple, dans l'affaire du rachat d'ITélé, il y avait eu une forme de courage, je trouve, d'une partie de la rédaction, qui d'ailleurs, pour beaucoup, ont dû partir. Voilà. Et malheureusement, ils ont été extrêmement violentés, et du coup, ça a donné ça a terrorisé, parce que c'est de la terreur, en fait, ça a terrorisé les autres. Et aujourd'hui, dans les médias Bolloré, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui restent parce qu'ils ont la trouille. Alors, moi, je sais que c'est un peu facile, mais des fois, je leur dis... Alors maintenant, comme je me suis un peu battu dans mon propre canard, j'estime que j'ai la légitimité pour aller dire à quelqu'un, bah écoute, oui, si, mets-toi en danger, prends un risque, va contre le pouvoir de ton entreprise aussi, pas parce qu'elle a fait des turpitudes comme c'est arrivé chez moi, mais parce qu'à un moment donné, elle refuse d'investiguer contre un pouvoir. Il faut avoir le courage de dire non à un directeur de la rédaction, il faut avoir le courage de lui dire je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu fais, c'est pas normal, là il y a un problème avec le pouvoir en place et on va le dénoncer, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, que M. Bernard Arnault ne soit pas d'accord ou pas d'accord, tu vas jouer ta peau s'il le faut, mais tu vas y aller. C'est ça le problème. Et cette culture-là, on l'a quand même beaucoup perdue. Donc pour moi, voilà. Quand je dis que la presse française est suiviste, je lui trouve une petite excuse de précarité et en même temps j'ai envie de dire, bah oui, non mais il y a quand même beaucoup de gens qui font plus ce métier comme ils devraient le faire. Voilà. Et moi, je suis toujours sidéré de voir quand il y a, par exemple, dans un média quelqu'un n'arrive pas à sortir une enquête, je trouve qu'il y a un manque de solidarité de la profession. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu sérieux, alors il y a quelques manifs, il y a un petit collectif qui se monte, il y a 2-3 trucs, mais c'est pas... on n'est pas capable, en fait, on n'est pas capable d'être un vrai contre-pouvoir aujourd'hui, en France. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.